Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des scies imbriqués. Donc dans cette vidéo, on va revoir un petit peu ce que l'on avait vu dans une vidéo précédente sur la fonction scie, et je vous invite bien sûr à revoir cette vidéo évidemment. On va reprendre un petit peu au début de cette vidéo, voilà les grands principes que l'on avait vus pour la fonction scie, et puis surtout on va étendre un petit peu cette fonction scie pour d'autres cas d'usage un petit peu plus complexes. Donc on va aller plus loin finalement avec les scies imbriquées. Et pour vous montrer tout cela, pour motiver un petit peu le pourquoi d'aller plus loin avec cette fonction scie et d'aborder cette notion de scie imbriquée, eh bien je vais vous présenter un cas d'usage donc avec Excel. Donc tout de suite. Donc ici par exemple, supposez que l'on ait des commerciaux donc, qui ont effectué donc, un certain nombre de ventes donc, par rapport à leur activité, et qu'on souhaite les récompenser en fait au regard justement de leurs résultats. Donc ce que l'on aimerait faire, c'est leur accorder donc différentes primes en fonction de leurs ventes. Donc si leurs ventes elles ont dépassé 10 000 euros, on aimerait les récompenser donc avec une prime de 500 euros. Si leur montant de vente par contre a été supérieur à 5 000 euros et donc inférieur à 10 000 euros, eh bien, on aimerait les récompenser avec 200 euros. Et sinon, s'ils n'ont pas satisfait l'objectif des 5 000 euros, eh bien, on leur donne aucune prime. Bon, l'idée, c'est simplement de les pousser à ce qu'ils puissent vendre un maximum pour pouvoir leur donner une prime la plus forte possible. Donc, finalement, ici, dans notre classeur Excel, donc pour que nos primes s'affichent automatiquement en fonction des ventes d'un commercial, pour que ces primes puissent s'afficher, il va y avoir trois situations. Donc soit on va donner 500 euros donc à notre commercial, soit on va donner 200 euros, bien soit on va donner 0 euros. Et donc dans la précédente vidéo sur la fonction aussi, on avait vu qu'on se posait une question et qu'en fonction des réponses à cette question, ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux, et qu'on aurait du coup une action 1 à faire quand c'est vrai, une action 2 à faire quand c'est faux. Or là, on se retrouve un petit peu bloqué puisqu'on a 3 actions à faire et non pas 2 par rapport à une question. Donc finalement, ce n'est pas une question qu'on va devoir se poser pour résoudre ce problème, mais finalement, ça va être de se poser plusieurs questions et non pas qu'une seule. Et donc pour chacune de ces questions, eh bien, on aura différentes actions à faire. Et cela va nous permettre du coup de pouvoir répondre à des problèmes comme celui-ci, où l'on doit écrire non pas que 2 valeurs possibles, comme on pourrait le faire avec une fonction scie simple, mais écrire 3, 4, 5, 6 valeurs possibles en fonction d'une situation qui peut être relativement complexe avec plusieurs questions à se poser. Donc avant de vous expliquer comment fonctionnent les scies imbriqués, comment on peut utiliser plusieurs fonctions scie dans une formule Excel, eh bien je vais me raccrocher à ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo avec nos arbres de décision. Souvenez-vous, c'était un dessin qui nous permettait de comprendre le problème. Donc on va revenir sur ce dessin-là. Donc je vous remets ici un petit peu ce qu'on avait vu ensemble. Donc un arbre de décision, ça permet un peu de s'abstraire d'Excel, de ne réfléchir qu'au problème. Donc on se posait une question, et en fonction de la réponse à cette question, si c'était vrai, on effectuait une action, et si c'était faux, on effectuait une seconde action. Et puis ce qu'on avait vu, c'est que là on pensait que problème, et que du coup ça permettait du coup d'avoir une charge de réflexion un petit peu plus qui était dédiée au problème et non pas sur l'écriture de la formule Excel. En tous les cas, quand on avait fait cet effort de faire le dessin, eh bien on pouvait traduire en Excel assez rapidement on pouvait écrire rapidement notre formule avec notre fonction scie, puisqu'il suffisait de reprendre le dessin, donc quelle était cette question et quelles étaient les actions à mettre en place par rapport aux réponses vraies ou fausses à cette question. Et donc finalement la traduction Excel devenait un petit peu plus évidente. Et je vous avais dit dans la vidéo que avec le temps,
eh bien finalement cet arbre de décision on le fait dans sa tête et que après quand on a l'habitude, eh bien on écrit directement la formule avec Excel. Mais cet arbre de décision on le retrouve dans sa tête quand on réfléchit au problème. Mais avec l'habitude, c'est vrai qu'on va tout de suite sur Excel. Donc là, pour nos si imbriqués, et quand on va vouloir faire plus que 2 actions et se poser plus qu'une seule question, eh bien, je vais me reposer encore sur ce dessin, cet arbre de décision que l'on va un petit peu étendre pour gérer des problèmes un petit peu plus complexes. Et donc ça va me permettre de penser que problème, donc de la même façon que lors de la précédente vidéo. Et lorsque j'aurai dessiné mon arbre de décision, qui peut être relativement complexe, eh bien ça va être beaucoup plus facile d'écrire la formule avec Excel. Donc je vais vous présenter un petit peu de façon visuelle le problème que je vous ai présenté avec Excel tout à l'heure, avec les ventes de nos commerciaux et les primes qu'on pourrait leur donner. Alors finalement ce problème on pourrait le présenter de cette façon. Donc on pourra avoir une échelle de vente, de chiffre d'affaires qui ont été réalisés par nos commerciaux. Et donc de 0 à 5 000 euros, eh bien, on n'accordera aucune prime. De 5 000 à 10 000 euros, on accordera une prime de 200 euros. Et à partir de 10 000 euros, on donnera une prime de 500 euros. Alors on pourrait continuer comme ça, et au-delà de 20 000, 50 000 euros, accorder d'autres primes. Voilà, on va se cantonner à ce petit exercice, mais on pourrait l'étendre, le complexifier davantage. Donc, si on reprend notre arbre de décision, comment ça fonctionnerait avec ce petit exemple? Donc, on va devoir se poser une première question. Donc, par exemple, on pourrait regarder quand est-ce qu'on accorde des primes et quand est-ce qu'on n'en accorde pas. En gros, on n'aura aucune prime en dessous de 5 000 euros. Et on aura des primes au-delà de 5 000 euros. Donc on pourrait déjà se poser la première question, c'est est-ce que notre commercial il a droit à une prime? Donc finalement, est-ce que dans notre cellule B2, dans notre classeur, donc qui contient la vente d'un commercial, enfin les ventes qu'ont réalisé notre commercial, est-ce que son chiffre d'affaires, donc le résultat qu'il a eu, est-ce que ce résultat est plus petit que 5 000 euros? À ce moment-là, si le résultat est plus petit que 5 000 euros, si c'est vrai, eh bien, on n'accordera aucune prime à notre commercial. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne comme je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo avec la fonction si simple. Et lorsque ce sera faux, puisque quand on se pose une question, il y a la réponse vraie et la réponse fausse, eh bien, lorsque ce sera faux, la réponse à cette question, eh bien, ça veut dire qu'il y a un montant de vente qui est supérieur ou égal à 5 000 euros. Et là, finalement, on ne peut pas trancher. On ne peut pas écrire 200 euros, parce que notre commercial il aurait pu faire 15 000 euros de vente, et ça aurait pu être du coup 500 euros à donner. Et on ne peut pas non plus écrire 500 euros tout le temps, puisque notre commercial il pourrait vendre pour 7 000 euros de produits, et à ce moment-là, il faudrait lui donner 200 euros. Donc on ne peut pas trancher entre les 200 et les 500 euros. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on ne peut pas trancher, c'est sûrement qu'il va falloir se poser une sous-question. Donc, au bout de la flèche ici, on pourrait de nouveau se poser une question et donc répéter notre arbre de décision, donc avec un losange, et une réponse quand ce sera vrai et une réponse quand ce sera faux pour cette sous-question. Donc ça se représenterait de cette façon-là. Donc si l'on sait que B2 est supérieur ou égal à 5 000 euros, finalement, le montant de 10 000 euros, c'est lui qui va nous permettre de savoir si on l'a dépassé, on va donner 500 euros, et si on ne l'a pas dépassé, ce sera 200 euros. Donc on va poser cette sous-question, tout en sachant que la première question était que B2 était supérieur ou égal à 5 000 euros. Donc on va se poser cette sous-question, est-ce que B2 est inférieur à 10 000 euros? Donc, si B2 est inférieur à 10 000 euros, sachant que B2 était supérieur ou égal à 5 000 euros. Donc si c'est vrai, alors ça veut dire que B2 il est entre 5 000 et 10 000 euros. Et donc à ce moment-là, on va lui donner la prime de 200 euros. Et sinon, si la réponse à cette question, B2 inférieur à 10 000 euros, est fausse, à ce moment-là, ça veut dire que B2 est supérieur ou égal à 10 000 euros. Et donc à ce moment-là, on lui donnera une prime de 500 euros. Donc en fait,
quand on va devoir résoudre des problèmes avec différents types d'actions à résoudre, on peut modéliser finalement le problème avec un arbre de décision où on va pouvoir se poser plein de questions et de sous-questions selon les réponses vraies ou fausses. Et systématiquement, on va pouvoir bien poser le problème et voir toutes les actions qu'on va devoir mettre en place. Là, par exemple, on s'est posé 2 questions et il y a 3 actions. On voit bien les 0 euros, les 200 euros, les 500 euros selon différentes situations par rapport à nos questions et surtout leurs réponses quand c'est vrai et quand c'est faux. Ce qui est pratique avec cet arbre de décision, j'insiste un petit peu, mais c'est que là, on pense problème. On ne pense pas à l'écriture sur Excel. Et je vois très souvent des étudiants qui, lorsqu'on leur donne ce problème de prime, avec les 0, 200 et 500 euros, eh bien, tout de suite, ils vont sur Excel. Et là, il y a des difficultés pour écrire la fonction si. Il y a des points-virgules mal positionnés, des fonctions si, des fois avec 4 ou 5 paramètres, alors que la fonction si ne contient toujours que 3 paramètres. Il y a des problèmes de parenthèses fermantes. Voilà, il y a tout un jeu d'écriture qui est pas forcément évident. Et donc là, et en plus il faut penser au problème. Et donc là finalement, on sépare un petit peu les difficultés. Ici, on réfléchit au problème, les différentes questions à se poser, les différentes actions à réaliser. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui est déjà un travail important, puisque notre arbre de décision pourrait être assez gros, là c'est un petit exercice, eh bien, une fois qu'on a posé ce problème-là, qu'on est d'accord avec notre arbre de décision, eh bien, la traduction en Excel, elle va être simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit aussi avec notre dessin? On voit finalement qu'on a une sous-question qu'on s'est posée, mais finalement, cette sous-question, c'est une question. Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Finalement, c'est une fonction si. Et donc, on voit qu'on imbrique des fonctions si dans des fonctions si. Et ça, on va le voir après lorsqu'on va l'écrire dans Excel. Mais visuellement, dans notre arbre de décision, on voit cette imbrication de sous-questions au sein d'une question qui est plus globale. Donc, quand on va écrire notre arbre de décision en Excel, eh bien, ça va être comme la dernière fois dans la précédente vidéo. Eh bien, il suffit de lire en fait finalement le diagramme. Donc là, on va le lire de haut en bas. Donc on va traverser les flèches, les questions et les sous-questions. Et en fait, en lisant le diagramme, eh bien, on peut écrire petit à petit notre fonction si. Donc on va commencer par la première fonction si qui est tout en haut. Est-ce que B2 est inférieur à 5000 euros? Donc je vois la question. Donc c'est mon premier paramètre de ma fonction si. Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Eh bien, le deuxième paramètre, c'est de faire l'action 0 euros. Donc on l'a écrite avec la flèche qui part à gauche lorsque la réponse à cette question est vraie. Et qu'est-ce que je dois faire quand c'est faux? À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire dans le troisième paramètre de notre fonction si? Il suffit de regarder ce qui se passe au bout de la flèche. Si ça avait été une action, eh bien, on aurait écrit l'action à faire. Mais là, c'est une autre question, en fait. Donc finalement, cette sous-question à se poser, finalement, comme on l'a vu tout à l'heure avec mon rectangle orange qui est apparu, c'est une fonction si. Donc qui va être imbriquée dans notre fonction si qui était la première question d'entrée que l'on se posait. Est-ce que B2 est inférieur à 5000 euros? Donc là, finalement, cette sous-question à se poser, comme je vous l'ai montré un petit peu là tout en haut au niveau de l'écriture sur Excel, eh bien, cette partie jaune, on va la remplacer par une fonction si avec une sous-question. Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Et on le voit bien dans le diagramme. La question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Donc, la traduction en Excel, elle va être relativement simple. Donc ici, on refait une fonction si. Donc là, maintenant, vous comprenez pourquoi on dit les si imbriqués, parce qu'il y a un si dans un autre si. Donc là, on se pose une première sous-question. Est-ce que B2 est inférieur à 10 000 euros? Si c'est le cas, si c'est vrai, eh bien on donnera 200 euros. Et si ce n'est pas le cas, on donnera 500 euros. Donc évidemment, cette fonction si, on la clôture, on ferme cette fonction si au sein de notre grosse fonction si. Et la grosse fonction si va se fermer puisqu'il y aura la question qu'est-ce que je fais quand c'est vrai et qu'est-ce que je fais quand c'est faux? C'est un petit peu plus complexe, c'est une sous-question. Mais il y a bien finalement toujours 3 paramètres. Voilà.
Donc finalement, si je devais résumer, je ne peux que vous conseiller, si vous avez des difficultés donc, avec les si imbriqués, donc lorsqu'on doit se poser plusieurs questions et lorsqu'il y a plusieurs actions à réaliser, je ne peux que vous conseiller d'utiliser les arbres de décision. Évidemment, avec le temps, l'arbre de décision, on va arriver à le faire dans sa tête, mais quand même, il existe parfois des exercices très très complexes avec des dizaines d'actions à réaliser, des dizaines de sous-questions à se poser, quand c'est vrai, quand c'est faux, ça peut aller finalement un petit peu dans tous les sens par rapport à certains problèmes complexes. Et donc pour être certain que vous couvrez toutes les situations d'un problème, moi je ne peux que vous conseiller d'utiliser donc cette représentation qui est un dessin sur lequel on peut travailler dessus, se mettre d'accord. Et ensuite, une fois que vous avez fait le dessin, bien, la traduction Excel, que je vous montre juste en dessous, bien, elle est relativement évidente. Il suffit de prendre le dessin en le lisant de haut en bas et du coup en le parcourant. Donc quand ce sont des actions, bien, de les mettre dans les paramètres, et quand c'est une nouvelle fonction ci, eh bien, simplement de l'écrire avec bien, les paramètres qui se réfèrent à cette sous-question. Voilà. Donc c'est vraiment une structure qui permet de vous aider dans la résolution d'un problème qui peut être relativement complexe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester tout ça avec Excel, évidemment. Donc on va se positionner sur notre colonne des primes, donc notamment sur notre première commerciale. Donc on va taper le symbole égal. Ici, on va lancer notre fonction si. Donc il nous demande une première question que l'on va se poser. Donc est-ce que les ventes de ce commercial donc, sont inférieures à 5 000 €? Si c'est vrai, alors à ce moment-là, je ne donnerai aucune prime, donc 0 €. Et si c'est faux, eh bien là on ne peut pas trancher, puisque ça peut être 500 € ou 200 €. Donc par rapport à mon arbre de décision de tout à l'heure, je me posais une sous-question. Donc là je vais réécrire la fonction si. Alors là surtout ce qui est important, c'est de ne pas remettre le symbole égal. Parce que je vois souvent des étudiants qui remettent ce symbole égal. Donc ne le mettez pas, le symbole égal c'est vraiment au tout début de la formule. Uniquement pour dire à Excel que ça va être un calcul. Donc il ne faut pas remettre ici le symbole égal en plein milieu de la formule. Ça c'est une première chose. Ensuite je vois parfois des étudiants qui réécrivent est-ce que B2 est supérieur ou égal à 5 000 €. Alors ça sert à rien puisque vous avez déjà posé la question au début. Vous avez dit est-ce que B2 est inférieur à 5 000 €. Si c'est vrai c'est 0 €, et sinon c'est qu'on est au-delà de 5 000 €. On le sait déjà dans ce troisième paramètre de la fonction si. Dernière petite chose, je vois aussi parfois des étudiants qui mettent dans la question est-ce que B2 est compris entre 5 000 et 10 000 €. Donc ils utilisent deux fois l'opérateur inférieur par exemple, pour dire est-ce que B2 est encadré, donc par exemple comme ceci, est-ce que B2 est entre, voilà, de cette façon. Alors ça surtout ne le faites pas parce que ça passe dans Excel. Excel valide la formule, mais par contre le résultat escompté ne conviendra pas. Donc vous ne pouvez pas utiliser plusieurs opérateurs de comparaison pour la sous-question. Donc finalement en fait ça ne sert à rien de tester ici est-ce que B2 est compris entre 5 000 et 10 000 €, puisque quand on teste est-ce que B2 est inférieur à 10 000 €, en fait, ici, il faut se souvenir qu'on avait posé la question au départ, est-ce que B2 était inférieur à 5 000 €, et on avait dit non. Donc on sait déjà ici, à ce moment-là, que B2 est supérieur ou égal à 5 000 €. Et donc la sous-question, est-ce que B2 est inférieur à 10 000 €, sachant qu'on sait déjà que B2 est supérieur ou égal à 5 000 €, ça veut dire que ici B2 est entre 5 000 et 10 000 €. On le sait déjà ici, en fait. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans mon arbre de décision de tout à l'heure que j'ai dessiné. On voyait bien qu'on traversait la flèche. Alors, je peux vous le remettre d'ailleurs. On voit bien ici qu'on traversait la flèche B2 supérieur ou égal à 5 000 €, puisque la réponse à la première question était fausse. Et donc on se pose la sous-question, est-ce que B2 est inférieur à 10 000 €, sous-entendu que B2 était supérieur ou égal à 5 000 € par rapport à la réponse à la première question. Donc on le voit visuellement dans l'arbre de décision.
Donc ici, à ce stade, on sait que B2 est entre 5 000 et 10 000 euros. Donc là, à ce moment-là, on va donner 200 euros. Et sinon, eh bien, ça veut dire que B2 est supérieur ou égal à 10 000 euros. Donc à ce moment-là, on va donner 500 euros. Alors, regardez bien les couleurs au niveau des fonctions si. Vous voyez, la première fonction si, elle a une parenthèse noire donc pour attendre ces trois paramètres. La deuxième fonction si, qui est imbriquée dans la première, elle a une parenthèse rouge. Donc ça permet aussi avec la complétion, enfin avec l'indicateur, l'empreinte ici qui est juste en dessous, la signature de la formule, qui d'ailleurs vous permet de savoir où vous en êtes au niveau de la fonction si. Est-ce que vous êtes sur la question, est-ce que vous êtes sur l'action quand c'est vrai ou l'action quand c'est faux. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous guider. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'action de quand la sous-question est fausse. Ici, lorsqu'on va fermer la formule, vous voyez la parenthèse est rouge et on revient sur la première fonction si englobante, puisqu'on vient de terminer ici bien, la valeur qui en B2 est supérieure ou égale à 5 000 euros. Donc du coup, ici, Excel attend à ce que je ferme la parenthèse noire. Donc c'est pour ça que le dessin est très important en fait. Parce que je vois beaucoup d'étudiants qui vont vite sur la formule et voilà, il y a des problèmes de point, virgule, de parenthèse. Donc faites le dessin, reposez-vous sur le dessin et normalement avec le dessin, vous avez toujours les trois paramètres de la fonction si, c'est-à-dire la question ou la sous-question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai et qu'est-ce que je fais quand c'est faux. Donc vous avez toujours vos trois paramètres. Et une fois que vous avez fini un bloc, eh bien vous fermez avec vos parenthèses fermantes. Donc là ensuite, eh bien, on peut valider la formule. Donc là ici, on voit que ici, eh bien, notre première commerciale a eu des ventes inférieures à 5 000 euros, donc il y a 0 euros. Alors on pourrait mettre d'ailleurs en monétaire, ça serait bien. Hop. Donc là ici, donc on peut voir que le premier n'a pas de prime. Évidemment, comme la vidéo sur la recopie de formule, on a pu le voir, eh bien, vous pouvez utiliser la poignée de recopie, les tirer vers le bas pour vérifier que la formule fonctionne. Ici, la formule fait toujours référence aux ventes qui se trouvent à gauche, donc pour toutes les autres primes, le calcul de primes, on fera toujours référence aux ventes du commercial qui se trouve juste en dessous. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a 200 euros de prime puisque 6 000 euros, c'est bien entre 5 000 et 10 000 euros. Pareil ici pour notre troisième commercial. Et puis pour les deux derniers, on voit bien qu'on a ici donc des ventes qui sont au-delà de 10 000 euros et donc on a une prime de 200 euros. Alors évidemment, un classeur, ça vit, donc on peut très bien modifier les éléments. Par exemple, ici, si on met 7 000 euros, eh bien, on a bien une prime de 200 euros. Et si on met 4 000 euros, donc on a bien ici aucune prime. Donc c'est tout l'intérêt justement de nos fonctions si. Alors là, elles sont imbriquées donc dans nos fonctions si qui vont nous permettre de gérer de multiples situations et donc de multiples questions et actions à faire. Donc voilà un petit peu pour la fonction si qui est utilisée donc avec plusieurs sous-fonctions si j'ose dire. Donc on appelle ça les si imbriqués. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre d'autres exemples pour essayer de voir quel pourrait être l'arbre de décision, comment traduire notre arbre de décision en Excel sur d'autres types d'exercices. Donc ici, je vous présente bien notre classeur, notre exercice, pour vous montrer un petit peu la diversité des situations qu'on pourrait avoir avec nos fonctions si imbriquées. Donc là ici par exemple on a une liste de commandes avec des frais de livraison. Donc une livraison en France elle coûtera 10 euros, une livraison dans l'Union Européenne elle coûtera 30 euros et une livraison hors Union Européenne coûtera 50 euros. Donc là en fait finalement pour calculer le frais de port qui peut être de 10, 30 ou 50 euros, donc là on a 3 actions à faire. Donc on sait déjà quand on a 3 actions à faire qu'un seul si ne suffit pas. Donc il faudra utiliser plusieurs fonctions si pour pouvoir gérer ces trois actions.
Et donc on va se reposer ici sur cette cellule ici en C8. On va tester ce qui se passe en C8 pour pouvoir calculer les frais de port, puisque c'est dans la zone de livraison ici que l'on va savoir est-ce que bien voilà, notre commande, est-ce qu'elle est réalisée dans l'Union européenne, hors Union européenne ou bien en France. Donc c'est ici dans le calcul de frais de port qu'on va écrire 10, 30, 50. C'est ici qu'il va y avoir nos scies imbriqués. Et on va simplement regarder la zone de livraison pour savoir quel est le montant que l'on va afficher automatiquement à l'écran en fonction de ces différentes situations de livraison. Donc ce qu'on pourrait faire, eh bien, on pourrait dessiner un arbre de décision. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais passer au tableau. Donc ici, ce qu'on va faire, donc on va se poser finalement une première question. On va commencer par une première question. Donc là, on pourrait se dire, par exemple, est-ce que dans C8, parce que c'est dans la zone de livraison, est-ce que dans C8, on voit le texte France? Il va y avoir une réponse, c'est vrai, et une réponse quand c'est faux. Donc là, ça veut dire que C8 est différent de France. Et de l'autre côté, ça veut dire que dans C8, il y a le texte France. Alors si dans C8, il y a le texte France, on peut décider de l'action à réaliser. L'action à réaliser, eh bien, ce sera d'écrire le montant finalement de 10 euros. Donc là, on va écrire 10 euros. Et sinon, s'il n'y a pas le texte France en C8, donc ça veut dire que la livraison peut être en Union européenne ou hors Union européenne, et que donc le frais de port peuvent coûter 30 euros ou 50 euros. On ne peut pas décider tout de suite ici. Si on ne peut pas décider tout de suite, alors à ce moment-là, il faut se poser une sous-question. Qu'est-ce que je vais faire quand dans C8, il n'y a pas le texte France? Donc là, je vais me poser une sous-question. On va refaire un losange. Évidemment, on va se poser une sous-question. Et à cette sous-question, il y aura une réponse quand c'est vrai et une réponse quand c'est faux. C'est toujours le même principe. Donc, ici, quelle pourrait être cette sous-question? Donc là, on a le choix. On pourrait se dire, est-ce que dans C8, on voit Union européenne? Si dans C8, on voit Union européenne, si c'est vrai, dans C8, on voit Union européenne, à ce moment-là, on va écrire 30 euros, puisque c'est les frais de port pour cette zone de livraison. Et sinon, ça veut dire du coup que dans C8, il n'y a pas l'Union européenne. Et on savait déjà, avant cette question-là, que dans C8, il n'y avait pas France. Donc il n'y a pas France dans C8 et il n'y a pas UE dans C8. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a sûrement hors Union européenne. Alors, on pourrait très bien, par exemple, se poser une sous-question et vérifier, est-ce que dans C8, il y a hors Union européenne? Et si c'est vrai, on donnerait 50 euros. Et si c'est faux, ça veut dire qu'il n'y a ni France, ni UE, ni hors Union européenne. Donc à ce moment-là, il y aurait une situation d'erreur que l'on pourrait écrire. Ou bien sinon, on peut supposer que les gens n'écrivent pas n'importe quoi, qu'il pourrait y avoir une liste déroulante, par exemple, dans la cellule pour ne choisir que France, que UE ou que hors UE, pour éviter qu'il y ait des soucis. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les listes déroulantes que vous pouvez retrouver sur la chaîne et que je vous invite à consulter. Donc ici, si on suppose que dans C8, il y a uniquement ces trois valeurs-là, donc France, UE et hors UE, à ce moment-là, s'il n'y avait pas de France et s'il n'y avait pas Union européenne, à ce moment-là, c'est que c'est hors UE. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va donner, c'est un frais de port à 50 euros. Donc là, on a modélisé notre problème. Donc ça, je n'ai jamais fait d'Excel. On s'est simplement ici concentré sur le problème à décrire, avec ces différentes situations. Et on sait qu'on a couvert toutes les situations d'ailleurs. Puisque ici, on a bien nos 10 euros, nos 30 euros et nos 50 euros. Donc maintenant, on va écrire notre formule Excel, parce que là, tout est fait finalement. Il n'y a plus qu'à retraduire
ce dessin en formule Excel. Donc ici, on va commencer avec égal. Si. Donc, j'ai plus qu'à regarder mon dessin, recopier la question. Est-ce que dans C8, je vois France? Donc, est-ce que dans C8, je vois le texte France? Si c'est vrai, à ce moment-là, si c'est vrai, eh bien je donne 10 euros comme frais de port. Donc ici, 10 euros. Et sinon, sinon c'est dans C8, il n'y a pas le texte France. Donc s'il n'y a pas le texte France, à ce moment-là, on va se poser une sous-question. Donc c'est celle-ci. Je vais la mettre en bleu. Donc si dans C8, on voit Union européenne, alors à ce moment-là, eh bien, on va donner 30 euros de frais de port. Et sinon, on va donner 50 euros de frais de port. Là, on a fait notre sous-question quand c'est vrai, quand c'est faux. Donc, j'ai fait les 3 paramètres. Je peux fermer la parenthèse. Finalement, j'ai fait ce bloc. Et ce bloc ici, en bleu, est contenu dans toute la fonction ci de tout à l'heure que l'on avait commencé. La question, quand c'est vrai, et quand c'est faux, finalement, on fait tout ça, toute cette sous-question, tout ce qui est au bout de la flèche rouge. Donc là, finalement, j'ai mon premier paramètre, mon deuxième paramètre et mon troisième paramètre. Donc ici, je peux fermer ma fonction ci. J'ai bien à chaque fois 3 paramètres. Et je couvre avec 2 questions, 3 situations ici. Donc maintenant, bien, on va tester, évidemment, dans Excel que tout ce travail, finalement, eh bien, il fonctionne. Mais souvenez-vous, ce qui est important, c'est que d'abord, on pense problème, ce qui est une difficulté déjà en soi. Et ensuite, on traduit finalement ce dessin, on le traduit en formule Excel. Donc, on va se mettre tout de suite dans l'Excel pour tester que tout fonctionne. Donc ici, j'ai envie de calculer automatiquement mon frais de port, donc je vais mettre égal, si, parenthèse ouvrante, donc si dans cette cellule, donc en C8, je vois le texte France, puisque j'avais commencé mon dessin comme ça, si je vois le texte France, eh bien je vais écrire 10 euros. Et sinon, à ce moment-là, je me pose une sous-question, si dans la cellule C8, je vois le texte UE, tout en sachant qu'il n'y avait pas le texte France, eh bien, je vais donner 30 en frais de port, et sinon, c'est qu'il n'y a pas l'UE, et à ce moment-là, je mets 50 euros, puisque c'est ni France ni UE. Donc là, je peux fermer ma fonction ci, et je peux fermer la première fonction ci que j'avais ouverte. Donc, on fait entrer. Donc on est en UE, c'est 30 euros et on peut déplacer ici avec la poignée de recopie vers le bas. Et à ce moment-là, on voit tous les frais de port donc qui s'inscrivent à l'écran. Donc UE c'est bien 30 euros, hors UE 50 euros et en France 10 euros, etc. etc. Donc ensuite, pour le total à payer, frais de port inclus, ici dans l'exercice, on n'est pas systématiquement obligé de maintenant de faire des fonctions si ou bien des fonctions si imbriquées tout le temps dans tous les exercices. On peut rester avec nos bases d'Excel que l'on connaît. Donc ici, par exemple, pour le total à payer, ce serait le total TTC plus les frais de port. Voilà, on peut rester tranquille avec nos bases. Et ici, on peut étirer la formule vers le bas sans souci puisqu'on fait référence relativement à des éléments qui se trouvent juste à gauche. Et donc là, ça fonctionne relativement bien. Hein, 50 euros plus 890, c'est bien 940. Par contre, ici, si on modifie et qu'on écrit France, là, les frais de port passent à 10 euros et 890 plus 10 euros, ça fait 900. Donc, ce qui est pratique en fait avec ces fonctions-ci, c'est que dès qu'on va modifier un élément, eh bien, il peut y avoir plein d'autres actions qui vont être réalisées et toutes les autres cellules qui dépendent de ces actions-là eh bien, vont elles-mêmes aussi se modifier. Alors on peut reprendre un troisième et dernier exemple
puisqu'il y avait le premier pédagogique que je vous ai présenté au début de la vidéo, le précédent qui vous permettait de voir qu'on peut se poser des questions sur du texte, plutôt que comme tout à l'heure des inférieurs avec voilà, des échelles de valeurs. On peut prendre un dernier petit exemple pour faire par exemple des calculs différents en fonction d'une situation. Et puis pour réviser un petit peu des notions qu'on a vues lors de la précédente vidéo. Donc par exemple ici, supposez qu'on ait une grille tarifaire avec un prix de base et puis qu'on a un code promo qu'on peut appliquer ou pas. Donc s'il n'y a pas de code promo, eh bien, il n'y aura pas de promotion à faire sur le prix de base. Par contre, si on a écrit promo 1, eh bien, on aimerait appliquer le taux qui est ici. Et si on a le texte promo 2, eh bien, on aimerait appliquer le taux qui est ici sur les prix de base qui sont ici indiqués dans cette colonne. Voilà. Voilà un petit peu le cadre de l'exercice. Donc ici, eh bien, on va faire notre fonction si. Donc notre fonction si, en fait, elle va commencer à se poser des questions, notamment est-ce qu'il y a un code promo ? Et s'il y a un code promo, lequel est-il ? Et en fonction d'une promo ou pas, et du code de promo, s'il y en a un, eh bien, on aura un calcul peut-être différent à faire, puisque ce sera soit 10%, soit 30%, soit rien du tout. Donc là, ici, on va essayer de faire cet exercice sans l'arbre de décision. Vous allez voir qu'on peut y arriver. Ça va être le raisonnement, mais dans notre esprit. Donc ici, on va commencer par égal. Donc ici, on va se poser une première question. Est-ce que finalement, dans la cellule qui se trouve juste à côté, là, en C9, pour ce produit-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une promo ? Parce que ici, il y en a une de promo, c'est promo 1, mais il pourrait y avoir promo 2 ou il pourrait ne rien y avoir. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il y a un code promo ? Donc est-ce que dans cette cellule, il y a quelque chose ? Ou bien, est-ce que c'est vide ? Donc, si c'est vide, c'est qu'il n'y a pas de code promo. Et à ce moment-là, le prix de base, le prix affiché sera le prix de base. Donc ici, si C9 égale le texte vide, c'est-à-dire il n'y a aucun code promo dans la cellule, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais afficher le prix de base, il n'y a pas de promo, donc je n'ai pas besoin d'aller faire un calcul pour solder un prix. Donc ici, le prix de base, c'est 21 €. S'il n'y a pas de code promo. Et sinon, eh bien, ça veut dire qu'il y a un code promo dans C9. Ça veut dire que C9 n'est pas vide. Et donc, ça veut dire que c'est soit promo 1, soit promo 2. Donc, on va devoir se poser une sous-question. Donc ici, il faut que j'écrive si, parenthèse ouvrante. Je sais que si C9 était vide, j'écris le prix de base. Et je sais que si C9... Si c'est faux, ça veut dire que C9 n'est pas vide. Donc il y a forcément quelque chose à l'intérieur, promo 1, promo 2. Et donc, pour pouvoir tester ça, il va falloir que je pose la sous-question, est-ce que dans C9, est-ce que je vois le texte promo 1 ? Promo 1. Si je vois ce texte promo 1, alors à ce moment-là, je sais quoi faire. Si je vois promo 1, il va falloir que je fasse les 10% sur les 21 €. Donc attention, on ne va pas ici écrire la formule avec le 10% en dur dans la formule, on va prendre la valeur qui est en B6 ici. Parce que demain, si la personne de promo 1 elle a envie de faire 15% ou 5%, elle a envie de modifier ce qui se passe en B6, eh bien, elle va le changer ici et il faudra que tous les prix affichés ils se modifient par rapport à ce nouveau taux de promo 1. Donc on va utiliser la cellule B6. Donc pour pouvoir faire une réduction sur le prix de base, eh bien on va faire le prix de base multiplié par 1 moins le taux qui est ici. Par contre attention, révision de la vidéo précédente, vous savez que dans cette formule on va devoir l'étirer vers le bas. Donc si vous savez que vous allez l'étirer vers le bas et que vous savez que du coup, vous voulez toujours faire référence à B6, que vous allez vouloir recopier une formule, mais que vous voulez toujours que ce soit B6 qui soit référencé, toujours les 10% de cette cellule, à ce moment-là, il faut appuyer sur la touche F4 de votre clavier pour ajouter les dollars.
Si vous avez oublié ces notions avec les dollars, je vous invite évidemment à revoir la vidéo sur les références de cellules avec les dollars. Donc une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Donc maintenant qu'on a fait le calcul, lorsque dans C9 il y a promo 1, qu'est-ce qu'on fait quand dans C9 il n'y a pas promo 1? Donc dans C9 il y avait quelque chose, et dans C9 il n'y a pas promo 1 à cette étape. Donc à ce moment-là il y a sûrement promo 2. Donc on peut faire l'autre formule, donc B9 multiplié par 1 moins le taux en B6, et c'est tout... Ah non, pardon, c'est pas B6, du coup c'est C6. Le taux en C6, et c'est toujours C6, donc F4. On ferme la parenthèse ici pour le calcul. Donc ensuite, on a notre sous-question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais quand c'est faux. Je ferme la parenthèse de notre si qui était imbriqué dans le premier, et je viens de faire donc la réponse quand la première question est fausse, puisque j'ai la première question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai, et maintenant qu'est-ce que je fais quand c'est faux, qui était le si un petit peu complexe, la sous-question. Donc je peux fermer ici ma grosse fonction si englobante. Donc ce que je voulais vous montrer dans cet exercice, c'est que là on a tout fait d'un coup. On a fait la formule Excel. On a essayé de résoudre ce problème en écrivant la formule Excel. Donc il y a à la fois la complexité de résoudre le problème, d'être sûr que l'on couvre toutes les questions et sous-questions et les actions à faire, et l'écriture Excel, qui n'est pas forcément évidente. Et en plus, dans cet exercice, j'ai fait exprès de mettre des dollars pour complexifier la réflexion et l'écriture Excel. C'est pour ça que je vous conseille fortement de d'abord poser le problème avec un arbre de décision, de poser la fonction si et les si imbriqués traduits de ce dessin, et ensuite peut-être dans un troisième temps, si la formule est recopiée, de réfléchir s'il faut des dollars à la formule ou non. Donc il faut vraiment découper le problème, les tâches que l'on a à faire, en plusieurs sous-tâches pour que la difficulté ne soit pas trop forte. D'abord un dessin, être sûr que ce dessin est correct et qu'il couvre toutes les situations. Ensuite, traduire ce dessin en Excel. Normalement, la traduction est plutôt évidente. Et ensuite, essayer de se dire, bon, cette formule, je veux la copier. Est-ce qu'il y a des éléments à bloquer? Et là, c'était le cas par rapport à Noto avec les dollars. Donc ensuite, on valide. Donc ici, on a 18,90. Donc là, ici, si on déplace vers le bas, hop, eh bien, on voit bien ici que notre formule fonctionne. Donc là, par exemple, pour les 18,90, 10% de 21 €, c'est 2,10 €. Donc on voit bien que 21 € moins 2,10 €, ça fait bien 18,90. Ici, il n'y a pas de code promo, donc le prix affiché, c'est le prix de base. Et ici, 30% de 16 €, c'est 11,20 €. Évidemment, on peut modifier les codes promo. Je peux enlever un code promo. Donc là, 16 €. Et je peux aussi modifier ici les éléments. Donc là, par exemple, si on décidait de faire 20%, donc on voit que le prix à afficher ici a descendu, a été réduit tenant compte de ces 20%. On peut le faire, on peut le vérifier pour d'autres éléments. Voilà, je vous laisse un petit peu l'Excel affiché à l'écran pour vérifier. Donc, en résumé, donc vous avez vu les fonctions si imbriquées. Donc j'insiste, je suis désolé, mais c'est mon rôle. Donc pour pouvoir faire des si imbriqués, moi ce que je vous conseille lorsqu'il y a plusieurs actions, en fait quand il y a plus que deux en fait, lorsqu'il y a 3, 4, 5, 6 actions, moi je ne peux que vous conseiller de faire un arbre de décision, de réfléchir au problème, de poser vos questions, vos sous-questions et de savoir qu'est-ce qu'on fait quand c'est vrai, quand c'est faux. Dans un second temps, d'écrire la formule Excel, à la limite 100 $, que ça fonctionne à l'endroit où vous faites votre fonction si, qui doit gérer toutes ces situations. Et si vous devez recopier cette formule dans d'autres cellules, essayez de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans cette formule Excel qu'il faudrait bloquer, et à ce moment-là, vous les bloquez avec des dollars. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que
que vous allez maîtriser un petit peu mieux l'usage des fonctions si avec plusieurs questions et sous-questions. Surtout, voilà, appuyez-vous du dessin. Sachez qu'au bout d'un moment, avec l'habitude et l'expérience et la diversité des situations que vous allez gérer avec Excel, eh bien, le dessin, vous allez ensuite l'avoir dans votre tête. Vous ne le ferez plus sur le papier, mais je trouve que c'est un bon support que je souhaitais vous présenter. Donc pour pouvoir voilà, ne pas se tromper, rentrer un petit peu dans le mécanisme, comprendre la logique de l'usage de ces si que l'on exploite, de toutes les actions à gérer. Donc vraiment appuyez-vous sur le dessin et puis vous verrez qu'ensuite vous allez faire des jolies formules donc qui vont être très très longues avec plusieurs lignes, avec plein de questions et de sous-questions, et vous allez être fiers de vous de pouvoir voilà, montrer ça voilà, vos collègues donc, qui pourront exploiter votre Excel qui va gérer tout un tas de situations. Voilà. Je vous remercie. Évidemment, pensez à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires positifs pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de produire d'autres vidéos pour vous accompagner dans Excel avec une pédagogie voilà, la plus on va dire, fluide et simple possible pour que vous puissiez comprendre des notions qui peuvent être assez complexes avec Excel. Et surtout, n'oubliez pas d'Excel.